Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire, votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres à la une de ce jeudi 17 novembre. Écart de représentation femmes-hommes au poste de direction, déficit foncier et pour finir, bail commercial et validité d'une sous-location verbale. Depuis la loi Rixain du 24 décembre 2021, un dispositif vise à assurer une répartition équilibrée femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Ce dispositif vise exclusivement les entreprises qui emploient au moins 1000 salariés pour le troisième exercice comptable successif. Ces entreprises doivent publier leurs résultats sur leur site internet ou auprès de leurs salariés, à défaut de site internet, et les transmettre au comité social et économique, mais elles doivent aussi télétransmettre à l'administration certaines informations pour permettre à celle-ci de contrôler les écarts éventuels de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes. Un arrêté du 27 octobre 2022 détaille justement l'ensemble des informations que les entreprises doivent télétransmettre. À l'occasion de sa publication au journal officiel, le ministère du Travail a aussi annoncé la mise en place du site internet dédié egapro.travail.gouv.fr. Les déficits fonciers se rapportant à la location d'un logement nu peuvent, sous certaines conditions, s'imputer sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Un déficit foncier n'est imputable que s'il a été constaté dans la déclaration de revenus relative à l'année au cours de laquelle il a été subi. À la suite d'un contrôle fiscal, un couple a reçu en avril 2015 une proposition de redressement dans lequel le fisc a rejeté les dépenses de travaux déduites de ses revenus fonciers déclarés au titre de 2013. Le couple a contesté le supplément d'impôt en résultant et sollicité la validation de son opération. Selon lui, il pouvait déduire ces dépenses de ses revenus fonciers de 2013 car elles correspondaient à un déficit foncier reportable constaté à fin 2011 alors même qu'il avait déclaré un bénéfice foncier au titre de 2011. Il a porté l'affaire devant les tribunaux qui ont refusé d'accéder à sa demande. En effet, l'année 2011 étant prescrite, les revenus de cette année-là doivent être considérés comme ayant fait l'objet d'une imposition définitive. Il n'est donc pas possible de se prévaloir d'un déficit foncier pour l'année 2011 et d'en demander l'imputation sur les revenus des années ultérieures. Un sous-locataire peut être tenu de respecter son bail même s'il ne l'a pas signé, comme l'illustre une récente décision. Une SCI loue des locaux commerciaux à une société qui, elle-même, les sous-loue à 3 sociétés d'exercice libéral ou SEL. Début octobre 2018, la locataire met fin au bail commercial principal pour le 31 décembre 2018. Immédiatement, les 3 sociétés sous-locataires créent de leur côté une SARL ayant pour objet de reprendre ce bail et de sous-louer à des professions libérales. Puis, la SCI signe avec cette SARL un nouveau bail qui l'autorise à sous-louer à ses associés, les 3 sociétés, à compter du 1er janvier 2019. Fin décembre 2018, le contrat de sous-location est transmis aux 3 sociétés pour signature. Elles ne le signent pas et prévoient de se réunir début février 2019 pour évoquer leur projet d'acquérir les locaux. Mais avant ce rendez-vous, l'une d'elles notifie aux 2 autres qu'elle renonce à ce projet et que, faute de sous-location, elle quittera les locaux au 31 décembre 2019. Poursuivie par la SARL locataire, cette société tente d'échapper à ses obligations de sous-locataire, le paiement des loyers notamment. Elle prétend ne pas y être tenue car le sous-bail n'a pas été signé. Les juges lui donnent tort. Malgré l'absence de signature formelle du contrat, au vu des faits, elle a verbalement accepté sa conclusion et doit donc exécuter ses obligations de sous-locataire jusqu'à leur terme. Ainsi, cette société avait, avec les 2 autres, spécialement créé la SARL pour louer les locaux. De plus, le nouveau bail conclu avec la SARL prenait acte de la sous-location et avait même été signé par la société en sa qualité de sous-locataire. Enfin, c'est son gérant qui avait transmis pour signature le projet de contrat aux 2 autres sociétés. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.